Ensemble, nous sommes Guinée-Conakry, Mali, France, Bangladesh, Tunisie, Côte d'Ivoire. Nous sommes Mohamed, Ali, Ahmed, Abou, Kamel, Noah, Madimagou, Hamidou, Mamadou, Habi, Cécile, Taco, Céline, Corinne, Audrey, Loïc, Xavier, Lucas, Marina, Samuel, Marine, Dimitri. Nous avons tous une histoire, une culture, une langue. Ensemble, nous sommes partis à la découverte du patrimoine du pays d'Homs. Nous vous invitons à nous suivre sur cette aventure. Merci. Ah, vraiment. Aujourd'hui, faites pas ça. Moi, je suis fatiguée. Hein. Mais je pense on cherche quoi en fait? Je sais, la montagne. La montagne. Ah bon? Le château, non? Le château? Ouais. Tu es sûr? Je crois, oui. Je sais pas non plus. On avance. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, on est un peu perdu. On cherche justement un château de la Seguim. Le château de... Je crois qu'il a mal prononcé le château de Montségur. Comment ça là? Mais vous faites peur, là. Mais vous faites peur là, bon, c'est pas justement. Bon, on y va alors, c'est bon. Allons-y. Merci. Aujourd'hui, nous allons vous parler du patrimoine historique. Nous vous raconterons l'histoire entre les Cathares et les chrétiens, les habitants des villages, le château, la guerre qui a existé entre les deux. Nous allons découvrir ensemble l'ère mode de vie à Roque-Fixade et Montségur. Une délégation de grands dignitaires, cathares, vont trouver un seigneur du pays d'Olme du nom Raymond Pérel. Et au seigneur de Pérel, les cathares lui demandent de reconstruire Montségur. Point. Qu'est-ce que tu as compris concernant l'histoire qu'on nous a racontée aujourd'hui? J'ai compris qu'il y avait une guerre à Montségur et qu'il y a eu beaucoup de gens morts et des brûlés aussi. Bon, justement, il a attendu beaucoup de choses. Bon, il a expliqué beaucoup de choses. Bon, il a dit ici, justement, il y a une guerre qui était passée entre les chrétiens
avec les musulmans. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passaient justement. Bon, il y a certains qui sont là, bon, qui ne croient pas à Dieu. Justement, bon, il y a certains aussi qui faisaient de mal entre eux, qui se tuaient. Il y a les chrétiens, ils attrapaient les gens bon, pour les gorger. Bon, après, tout ça, bon, il y a attendu beaucoup de choses aussi, justement, ici. Quand on vous dit une population dans ces castrums occitans, Qatar, Montségur et les autres, de 500 à 1000 personnes, il ne faut pas entendre dans votre subconscient 500 à 1000 Qatar. Parce que s'il entend ça, t'as tout faux. Hein. 500 000 personnes. Là-dedans, il y a des catholiques. Et puis, il y a des faïdites, des combattants. Le Qatar, et il était trop concentré à la religion. Il voulait vivre une vie des anciens, comme vivait Jésus avec son compagnon. Par contre, les chrétiens, ils vivaient une vie un peu luxe, parce qu'il y avait de l'argent, il y avait de l'or, il y avait de luxe, il y avait des habits, il y avait de la nourriture et tout. Donc c'est ça que moi j'ai compris aussi qu'il y a eu la guerre, il y a eu des morts partout pour juste le territoire. Donc moi c'est ça que j'ai compris. Je suis le gardien des portes du château de Montségur. Je tiens la billetterie ici, le passage devant lequel tout le monde doit faire escale avant d'arriver jusqu'au sommet de la montagne. C'est chouette. Vous vous sentez comment quand vous voyez le monde monter et descendre chaque heure? Eh bien, j'aime bien, c'est super intéressant de voir presque le monde entier, quoi, quelque part, défiler devant la fenêtre, des gens de divers horizons, partout, ou presque. Enfin, partout, pas tout à fait partout, mais c'est super intéressant de voir plein de mondes différents, discuter, échanger, puis là, au milieu des arbres, la forêt et tout, je suis dans un cadre privilégié et tranquille, je suis conscient. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire des catholiques et Qatar? Qu'est-ce que j'en pense? C'est terrible, oui, tragique histoire. L'intolérance, la folie de certaines personnes, l'obscurantisme, c'est terrible, ouais, page terrible de l'histoire. Ouais. Ce que l'homme a été capable de faire, quoi, c'est catastrophique, quoi. Ça fait réfléchir. Ok, merci. Comment t'as senti la montée là jusqu'à Montségur? Comment tu t'es senti? J'ai monté, j'ai trop fatigué. Mais quoi? Mais c'est ça. Pas mal. Pardon, excusez-moi, vous couperez au montage. On recommence. La journaliste déconne. Hein. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu n'es pas fatigué, toi? Ici, je n'ai pas fatigué. Parce que, là, c'était assis, très bien. Ouais, il était bien, ouais. Au fait, ce que j'aimerais savoir de ce que vous avez expliqué ici, au fait, concernant le village, vous avez expliqué vraiment comment ça a été, comment le monde, comment ils ont pu réunir la population. Et maintenant, ce qui m'inquiète, je ne vois pas beaucoup de monde là maintenant, actuellement là ici. Où sont passés les gens? Ça, c'est une bonne question. C'est une question piège. Je pense que les gens, Roquefixade a été un village assez fréquenté, assez habité. Je pense que les gens maintenant sont partis peut-être plus en ville. Ce que je voudrais savoir, parce que j'ai vu le château qui était là,
Maintenant, c'est démodé, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas comme le château à Foix. L'État n'a pas voulu faire un entretien, ou bien c'est... Qu'est-ce qui a poussé que vraiment il n'y a pas eu de l'entretien sur le château? Alors, le château a été détruit, comme la plupart des châteaux aux alentours du XVIIe siècle. Ils ont été démantelés, ces châteaux, parce qu'ils ne servaient plus. Ils ne servaient plus à rien, ils ne servaient plus à la défense, ils ne servaient plus à marquer de zone frontière. Donc, ce château a été en partie ruiné, ce qui est le cas aujourd'hui. D'autres châteaux, comme le château de Foix, ont eu d'autres utilisations. Comme des prisons ou comme des garnisons. Et c'est pour ça que ces châteaux en fait, sont restés en état. Si je comprends bien ici, le château, le village, ça reste une mémoire pour le peuple français. Ça reste effectivement la mémoire du Moyen-Âge et de la période cathare. Et aussi, ça reste la trace des mouvements, on va dire, de population. Comment les gens ont pu occuper le territoire à une période, au début du Moyen-Âge, plus ou moins en hauteur, et ensuite comment les gens se sont déplacés en fonction des périodes historiques et ont occupé l'espace. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Si toi t'es seigneur au Moyen-Âge, ton château tu le construis où? Dans les montagnes, sur les montagnes. Ah, en haut, pour, en hauteur. Pour voir les bandits qui vont venir. Ah oui, exactement. C'est ce qu'il a dit, Ahmed. Exactement. Ici, à Roquefixade, on voit qu'il y a deux périodes. Il y avait un premier village qui était construit autour du château, au début du Moyen-Âge. Le seigneur, il va construire ce château en hauteur pour voir, comme ça on voit si on est attaqué, puis pour être vu aussi. Oui. Si toi t'es seigneur au Moyen-Âge, t'as envie qu'on le voit ton château. Oui. Voilà. Alors c'est pas le château de Foix, mais voilà, il est un peu plus en ruine. Mais on construit sur un point de hauteur pour voir et pour être vu. À la fin du Moyen-Âge, on va venir construire ici un peu plus en plaine et un petit peu plus bas et toujours en fait autour d'un lieu de pouvoir. Ouais, monsieur. Voilà. Ça va, c'est quel nom? Le nom de la personne, c'est Sainte Germaine. Sainte Germaine. Germaine parce qu'elle a toujours des fleurs et un anneau. C'est Marie. Alors, Marie, on compte qu'au Moyen-Âge, on a construit des villages, on a communiqué, on s'est déplacé et il y a eu énormément d'inventions au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'église comme le président maintenant. Non. Le seigneur comme le président. Dans le sens où il avait beaucoup de... Le seigneur comme le président. L'église comme le pape. Le pape et le prêtre. Comme une mosquée, imam. Imam, c'est pas le président. Non, c'est pas c'est ça. Mais au Moyen-Âge, là où tu as raison, c'est que l'église était presque plus importante que le seigneur. Oui. Voilà. L'église, elle avait une place très importante. Très importante dans la société. Ah ben là vous voyez assez bien une des... alors il a été à moitié détruit ce château, donc on n'en voit qu'une toute petite partie, mais vous devinez une portion de mur ici, et le village, le premier village qui était juste derrière. Voilà. Le premier village de Roquefixade. Et après il venait ici. Ouais, il a été détruit. Et ensuite on a reconstruit le village tel qu'on le voit aujourd'hui. Tu as l'autorisation de cette drone? Oui, j'ai une formation, voilà, on passe un brevet théorique où on apprend toutes les lois aériennes et une formation pratique pour pouvoir après le faire voler. Ok, merci. Ensuite, allons à la rencontre d'un spécialiste du patrimoine industriel qui est M. Leca. Et il nous expliquera l'histoire de ces usines textiles.
On y fabriquait des tissus ici à la Roque-d'Olme. À la Vlanée, à Montferrier, il y avait beaucoup d'usines comme ça pour fabriquer du tissu. Alors quand on regarde ce bâtiment, on remarque qu'il est un petit peu particulier. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée de pourquoi il est installé ici? Pourquoi l'usine n'est pas en hauteur ici? Si vous regardez, alors on aperçoit au bout de l'usine là-bas, on voit quelque chose qui passe derrière les maisons, on voit de l'eau. Est-ce que vous voyez l'eau qui circule? Entre les arbres là-bas, on voit la rivière. La rivière, elle passe derrière. La force de l'eau servait à faire fonctionner les machines comme dans des moulins, par exemple, les moulins à eau. La force de l'eau permettait de faire tourner le mécanisme des machines et donc de faire fabriquer beaucoup plus d'hommes. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Lucas. Moi, je Madi Magou. Et comment vous choisissez ce métier? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre à quoi servaient ces usines, déjà de savoir où elles étaient et à quoi elles servaient. Alors aujourd'hui, quand on regarde les usines, souvent elles sont en partie détruites, elles servent plus à grand chose. Les gens souvent se disent que c'est pas très joli, que c'est assez inutile. Et moi justement, je trouve intéressant d'essayer de comprendre à quoi ces usines servaient pour faire comprendre aux gens que c'est intéressant et qu'il y a pas mal de choses à apprendre de ces anciennes usines. Et donc j'essaye de retracer l'histoire de ces bâtiments et des gens qui ont pu y travailler. Alors pourquoi les usines ont fermé? Alors il y a différentes raisons. Ici on fabriquait beaucoup de tissus. Oui. Et au XXe siècle, Oui. D'autres pays dans le monde ont commencé à fabriquer du tissu aussi. Oui. Et donc il y a une concurrence Oui. à l'échelle mondiale Oui. qui fait qu'il est devenu plus intéressant, plus avantageux financièrement de fabriquer dans d'autres pays. Oui. Et donc les usines ici n'ont pas réussi à tenir le rythme et à continuer de fabriquer. Oui. Et donc elles ont dû fermer pour la plupart ici sur le territoire du Pays d'Olme. Donc j'aimerais savoir si vraiment l'État a pris des dispositions pour soit renouveler ou mettre quelque chose en place. Ben c'est le travail alors pas simplement de l'État, mais aussi des acteurs qui sont ici sur le territoire, de trouver des solutions pour remettre de l'activité dans ces bâtiments, puisque à la Roque-d'Olme et puis à la Vlanée et autour, à Montferrier, il y a un grand nombre de bâtiments qui ne servent plus à rien, qui ont été abandonnés par les usines, donc il faut trouver de nouveaux usages. Et donc on essaye de mettre en place des projets pour rénover les bâtiments, puisque certains sont un petit peu dégradés, pour les rénover, pour que d'autres entreprises puissent s'installer dedans. Et puis on essaye aussi de les faire visiter au public quand c'est possible, pour que les gens réalisent que ces bâtiments ils sont intéressants, ils sont parfois beaux. Et donc ça permet aussi de les préserver et d'éviter qu'ils ne soient détruits, qu'ils ne se dégradent avec le temps. Voilà. Les habitants d'Olme, ils réclament ou pas? Alors je pense que ça dépend, puisque dans les habitants qui habitent ici, il y en a beaucoup qui ont travaillé autrefois comme ouvriers dans ces usines. Donc certains y sont encore assez attachés. Et au contraire, d'autres, je crois, ne veulent plus trop entendre parler de cette histoire parce que c'est douloureux pour eux. C'est des usines qui ont fermé, donc c'est pas évident de voir le bâtiment en face d'eux. Donc certains, je pense, sont favorables à ce qu'on démolisse les bâtiments, d'autres souhaiteraient qu'on les garde. Je pense que ça dépend des gens. Et visitons l'actuelle usine Emeris. On extrait des roches pour fabriquer du talc. Cette usine est une des plus grandes exploitations au monde. Sur le site de Trémont, donc on est sur la carrière de talc de l'Usenac, l'Imeris, talc de l'Usenac France. C'est un site historique pour la région, puisque ça fait plus de 100 ans que cette carrière est en activité. Alors, à quoi ça sert le talc? Historiquement, c'était beaucoup utilisé pour la pâte à papier, juste dans les années 80 et 90. C'était plus de 80-90% de l'utilisation. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une vingtaine de pourcents de l'utilisation. Et plus de la moitié du talc qu'on voit aujourd'hui est utilisé dans les plastiques, pour renforcer la structure des plastiques et pour réduire la quantité de polymères nécessaires pour pouvoir faire des plastiques résistants, des pare-chocs de voitures, les tableaux de bord de voitures,
la construction des bâtiments aussi, vous avez des plastiques qui contiennent du talc. On va en trouver dans les peintures, on va en trouver dans les cosmétiques, on va en trouver dans les médicaments en charge minérale, donc dans le Doliprane par exemple pour ceux qui connaissent avec dedans. Et c'est utilisé également dans l'alimentation animale et humaine, soit pour faire de la filtration de produits dans le cadre de la transformation des produits, soit pour ses propriétés hydrophobes, c'est-à-dire que le talc n'absorbe pas l'eau, donc ça permet en peau très fine d'éviter que des produits absorbent de l'humidité ou collent à l'emballage par exemple, donc on va en trouver un peau très fine sur des granulés pour animaux ou des choses comme ça, parce que c'est un minéral qui est inerte, donc on peut l'avaler, il n'y a pas de danger pour la santé d'avaler du talc. C'est aussi pour ça qu'on retrouve dans ce genre d'application. Xavier, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, j'essaye d'avoir en fait un pied sur la plaque tectonique espagnole, ibérique, et j'essaye d'avoir l'autre pied sur la plaque tectonique européenne, eurasienne. Eh bien, je peux te dire que c'est pas facile, hein, parce que c'est grande montagne. En fait, cette montagne-là, elle est située sur la plaque européenne. Mais ces montagnes que vous voyez là-bas sont situées sur la plaque ibérique, espagnole. Ça veut dire la même chose. Et donc ici, on est à la zone de contact. Et cette zone de contact a permis qu'il y ait des remontées d'eau chaude il y a bien longtemps et que se crée cette roche. Cette roche-là, que j'arrive à rayer, c'est du talc, hein, c'est tout doux. Regarde comme c'est doux. Et bien, elle s'est créée parce qu'elle est à la zone de contact entre les deux plaques tectoniques différentes. Voilà. Et donc si je m'étire encore un peu plus, je pense que je peux les tenir. Ça fait un peu mal. Nous parlons de patrimoine naturel. Nous partons à la rencontre de deux passionnés, Monsieur Loïc et Monsieur Xavier. Nous découvrirons des plantes et les animaux qui vivent dans les montagnes. Xavier? Salut. Salut. Tu regardes quoi? Ça va. Je regarde cette tourbière. Cet endroit là, plein d'eau, ça s'appelle une tourbière. Et c'est un endroit, en fait, c'est une machine à remonter le temps. Vous savez que ça existait ça, une machine à remonter le temps? Si jamais je plonge dans l'eau tout au fond, je vais retrouver des plantes et des morceaux d'animaux qui datent de plusieurs milliers d'années avant et qui ne sont pas décomposés. Je peux retrouver des morceaux d'insectes, je peux retrouver des graines, du pollen et des morceaux de plantes qui vont me donner l'information de comment était le climat il y a peut-être 10 000 ans. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et évite les virus. Celle-là, pas spécialement, mais en tout cas, elle nous nettoie nos plaies. Et elle était utilisée autrement. Oui, mais surtout elle permet. L'alcool, ça désinfecte, ça tue les microbes, mais ça permet aussi d'arrêter le sang. C'est-à-dire que ton sang ne va plus couler. Attends, on va essayer. Moi, il y a mes blessures, on va essayer. Voilà, on va essayer. Alors blesse-toi. Et il y avait un héros qui était très connu dans la Grèce, dans la mythologie de la Grèce, longtemps, qui s'appelait Achille. Peut-être vous avez entendu parler d'une histoire d'Achille, ou peut-être vous ne connaissez pas, mais Achille c'était un grand guerrier. C'était un grand guerrier qui se battait du coup il y a combien de temps Achille il habitait? Il y a plus de 2000 ans. Et il se battait donc avec des épées, avec des boucliers. Et donc ils avaient souvent des grosses blessures avec leurs armes. Et il utilisait ça pour soigner ses guerriers. À la guerre. Voilà. Mais Achille, il avait un seul défaut, c'est qu'il était fragile du talon. Son point faible, c'était son talon. Donc, mais pourquoi de ton talon? Alors pourquoi justement? Parce que quand il était bébé, Achille, on l'avait trempé dans une marmite qui était remplie d'un liquide fait avec cette plante, qui est magique. Du coup, il était entièrement protégé grâce à cette plante. Sauf que pour le tremper,
sa maman elle l'avait pris par le talon, là, ici, tac. C'était un bébé, et elle l'avait trempé dedans, et elle l'avait ressorti. Elle avait oublié de tremper son talon du coup. Elle le tenait par le pied comme ça, et plouf, dans le liquide. Et comme il avait la tête sous l'eau, bah, elle l'a ressorti, pour pas qu'il se noie. Mais elle a oublié de lui tremper sa cheville, elle a oublié de lui tremper tout ça. Donc un jour à la guerre, il s'est pris une flèche dans le talon, et il est mort. Mais s'il avait été trempé entièrement, il aurait été protégé, bien sûr. Évidemment. Oh, bonsoir monsieur, t'as quel problème? T'as quel problème monsieur? T'es blessé? Ah, il y a une bonne feuille justement. Ça c'est une bonne feuille plantée justement. Ceux qui sont blessés justement, ça, même si je vois les en train de couler, je peux les aider justement avec ça, c'est super génial. Ça c'est très très génial. Planter, il y a planté justement, il y a une autre feuille aussi justement, il s'appelle Akei. Justement, ça aussi, voilà ça aussi avec moi justement. Même si en cas d'un blessure justement, il peut aider les gens justement avec ça. Reste tranquille, ça fait trop mal. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Dis-moi monsieur, ça fait trop mal. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Reste tranquille. Voilà, attrape ça, ça c'est accueilli. Je vais t'aider justement pour arranger ça. Monsieur, c'est quoi ça? Oh, ne t'inquiète pas monsieur, reste tranquille. Ça fait trop mal. Non, je vois justement, bon, ça en train de couler, mais ne t'inquiète pas, reste tranquille, ça va s'arranger monsieur. Voilà, monsieur, dis-moi, ça fait trop mal. Ça va s'arranger justement. Maintenant c'est comment? Ça commence, c'est bon maintenant? Ah monsieur. C'est bon, merci. Ah, ok, d'accord. J'ai plus de douleur. Merci. Tu aimes quoi dans la nature? Bon, justement, la nature, quand je sors au dehors, justement, à la nature, bon, j'aime respirer bien. Je trouve aussi, justement, les temps aussi, c'est un peu super beau. Bon, justement, aussi, avec beaucoup de choses aussi. Je préfère concentrer dans la nature parce qu'elle est calme et tout ça. Et je parle avec moi-même et réfléchir et tout ça. Bon, moi, je préfère pour les promener. Bon, j'ai promené, j'ai regardé l'herbe, arbre et animal. Voilà, moi, je préfère ça, voilà, de la montagne. J'aime beaucoup flore. Oui. C'est bien, super. Oh, quelle est belle cette nature. Elle m'inspire, cette nature. Son silence, son élégance me met en entrance. Son odeur me chatouille les narines. Les petites grenouilles qui sautent et font les malines. Ces fleurs de toutes les couleurs qui dégagent de bonnes odeurs. Je respire l'air pur de la nature. Et je pense au futur dans ma nouvelle voiture. Quand je marche dans la nature, je vois voler les vautours à la recherche de nourriture. J'entends les cloches des vaches aux alentours. J'ai comme l'impression qu'elles vont jouer un mauvais tour. C'est pourquoi j'ai mal au cœur quand je vois le monde détruire notre nature. À la montagne, on voit souvent les mêmes arbres, les êtres qui sont verts et clairs, les pins accrochés les plus foncés, sans oublier les sapins, jamais on s'en plaint. Assis sur un rocher, avec un papier et un stylo, sans oublier ma bouteille d'eau et ma crème solaire. Je m'inspire, je transpire, je respire avec mon équipe. Je pose mes mots et m'apaise sous le soleil. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Super, et vous? Ça va. Enchanté. Comme il y a Bienvenue. le Covid, vous allez bien? Très bien, ouais. Moi je me nomme Dallo Mohamed. Ouais. Et vous? Moi je m'appelle Xavier. Et vous autres? Audrey. Ahmed. Et Kamel, super. Alors, nous sommes venus, on cherche à la réserve naturelle. Ah, vous cherchez la réserve naturelle? Oui, mais bon, on a cherché fatigué, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire en fait, parce que là, on n'arrive pas à voir en fait. Alors attendez, faites ça. Ah bah tiens, ça tombe bien, vous avez justement un micro. Bah ouais. Je vais pouvoir répondre à vos questions alors. Ah bon, vous êtes qui vous? Moi justement, je travaille à la réserve naturelle que vous cherchez.
Alhamdulillah. Et On oui, est content. c'est comme ça. La réserve, en fait, aujourd'hui, elle est un petit peu cachée derrière les nuages qui sont là-bas. Ah bon? Et oui. C'est pour ça que vous la trouvez pas. Elle est cachée. On a c'est fatigué. Et elle est encore loin, hein. Donc il faut marcher à la montagne, monter pendant au moins 1h30 pour trouver la réserve. La réserve naturelle du massif du Saint-Barthélemy, elle commence à 1300 mètres d'altitude dans la forêt. Après, elle monte sur des zones avec des estives, des endroits où il y a des vaches, où il y a aussi beaucoup de pelouses avec fleurs, herbes, arbustes. Il y a aussi des lacs et des sommets. Donc tout ça, ça permet à beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux différents, des plantes et animaux typiques des Pyrénées, adaptés à la montagne, de vivre là-haut. Ici, nous sommes sur la commune de Montségur et nous avons passé le col de la Peille, là-bas, dans les vallées d'Axe. Nous sommes remontés par Luzenac. Nous avons traversé la carrière de Talc et nous voilà donc sur la réserve naturelle régionale du massif du Saint-Barthélemy, qui est un espace donc, qui est protégé. En gros, pour nous repérer, nous avons ici le massif du Soularac, qui est le sommet du secteur, du massif même. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on y fait sur la réserve. Alors la réserve naturelle, elle a 3 missions. La première mission, c'est de protéger cet endroit. Et il y a une réglementation. Donc on laisse la nature tranquille, ou alors on peut avoir des petites actions pour aider. Par exemple, pour l'agriculture, ça est arrivé de couper un peu la végétation pour pouvoir remettre des vaches à certains endroits, pour pas qu'elles se concentrent toutes dans les zones qui sont plus fragiles, comme les zones humides où ça risque d'être piétiné, ou comme certaines zones qui feraient que les animaux seraient trop concentrés. Mais sinon, la plupart du temps, cette réglementation, c'est pour limiter l'impact, pour limiter les activités humaines qui pourraient abîmer. La deuxième mission, c'est de gérer. Gérer, ça veut dire connaître les espèces qu'il y a, connaître les milieux naturels pour voir comment ils fonctionnent, voir s'ils sont en bon état, voir s'ils sont abîmés. Tout ça, ça demande beaucoup de temps, d'observation, de suivi naturaliste, scientifique. Et la troisième mission, c'est d'éduquer, sensibiliser le public, parler de la réserve, expliquer comment fonctionnent ces milieux naturels, quelles espèces il y a et pourquoi est-ce que c'est fragile. Voilà en gros les 3 genres d'actions qu'on fait. Ça, c'est... Il est malin, il attend de revenir jusqu'au milieu du film. Le sac range ta langue, cassé. Je m'appelle Madi. Moi, je m'appelle Loïc. Qu'est-ce que vous faites ici toute seule avec les arbres? Eh bien, en fait, là, j'étais en train de réfléchir. Et je passais beaucoup de temps dans les forêts pour observer justement les arbres. Parce que par ici, il y a une réserve naturelle pour laquelle je travaille et on fait pas mal d'observations. Et en fait, j'ai fait une maquette parce que je voulais faire voir aux gens qu'un arbre, c'est pas juste un tronc, des branches et des feuilles. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu des arbres ou ça, moi je sais pas, c'est quoi, comment ça s'appelle ça? Alors, ça en fait c'est une maquette pour faire voir justement l'intérêt de garder des belles forêts avec des arbres en bonne santé. Pas juste pour l'oxygène ou consommer du CO2, mais en fait c'est pour toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les arbres et les autres éléments de la nature. Donc par exemple, ici sur la maquette, vous pouvez voir qu'il y a un trou. Mais c'est pas juste un trou dans du bois. Est-ce que vous savez qui est-ce qui peut avoir fait ce trou? Non. Vous pouvez expliquer un peu, s'il vous plaît? En fait, c'est une espèce d'oiseau qu'on a dans nos forêts. Ça s'appelle un pic. Alors il y a plusieurs espèces, mais là c'est un pic noir. Et en fait, le pic, il va faire son nid, il va choisir un arbre, et il va faire son nid dans le tronc de l'arbre. Alors il va choisir des espèces d'arbres qui sont assez vivantes quand même, pas un arbre mort, mais du bois pas trop dur pour qu'il arrive à le creuser. Et en fait, il y a plusieurs interactions entre cet animal et les arbres. On peut avoir le nid,
Ou alors des endroits comme ici où il est venu taper le tronc pour se nourrir des larves d'insectes qu'il y a dans le bois. Donc ça, et c'est à ce moment-là, on peut le trouver sur l'arbre. Donc il a des pattes qui lui permettent de se déplacer sur le tronc d'arbre. Et avec sa queue, il s'appuie sur le tronc et avec le bec, il tape. Et il va chercher sa nourriture en arrachant des petits bouts de bois. Ok, est-ce que ça c'est votre métier ou vous venez ici souvent ou c'est quoi votre métier spécialement? Alors on fait des animations où justement on explique ces choses-là aux gens. Et on va aussi sur le terrain pour récolter des informations, pour nous avoir plus de choses à expliquer aux gens, de plus en plus. Donc c'est être animateur et puis faire des suivis sur l'environnement autour de nous. Ok, merci. Merci à vous. تونس معروفة بمسرح الجم. هو مسرح اللي يصير فيه معارك بين المصارعين وتصير فيه العروض. هو ثاني أكبر مسرح في العالم. ومعروفة تونس أيضا بشمال اللي معبي بالأشجار والجنوب اللي كله صحراء. সবুজ শ্যামল গ্রাম বাংলার অপরূপ দৃশ্য। সবুজ শ্যামল আমাদের এই দেশ, চারিদিকে সবুজের সমারোহ, অপরূপ বৈচিত্র্য আধার আমাদের গ্রাম বাংলা। গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে আছে অপার সৌন্দর্য। চোখ মেলে তাকালেই হৃদয় জুড়িয়ে যায়। সময় পেলে ঘুরে আসুন সবুজ শ্যামল গ্রাম বাংলায়, আমাদের এই বাংলাদেশ। Ni Kenyai wa njamani na linginda bo ndebe na linginda kebe gara no linginda kenni oko kebe ni na nonga e pin chorongoronga bo yo hogabe ko ininga bo hogabe nyana doeme o digana sogo o digana donna burunga o sangana nan chindeme o shoye yene doeme mi yewta on seeɗa fi patrimoine leydi andin Guinée Conakry ko ɗum wona patrimoine historique on wona mi yewta on ko liye ɗum ko wona lagine leydi lagine ndin tawano e himɓe yahuɓe fi arɓe fi esclavage donc menen population on lagine on tawana e ɗum ɗon e ko lihi kon kadi e patrimoine naturel on minen mari ton wona pelle e ƴette wona fello goto wona mon nimba e ko wayde tawa ɗum e kadi sen daari kadi patrimoine culturel on minen mari namuji buy wona gamine woodi e coñci minen mari ɓonnanleji e haala kan donc ɗum ɗon fof par ce que leƴƴi ne woodi leƴƴi ɓe
ethnie mum be e haala mum, ethnie mi bum e danse mum, ethnie mi bum, ethnie wo ethnie ji ɗin fof no woodi kala no waɗi différence, kala conci no woodi, gami no woodi e fof no woodi. Merci, on jarama boy. Ce sont nos patrimoines qui font ce que nous sommes. Nos différences permettent la richesse de notre monde. Nous invitons la jeunesse à découvrir leur patrimoine local et à ouvrir leurs horizons au-delà des frontières.